Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Quand on parle de maçons en Afrique, ce n'est jamais les figures littéraires que l'on voit. Ce n'est jamais les figures artistiques. Ce n'est jamais les figures philosophiques, les figures littéraires, non. Quand on parle de maçonnerie en Afrique, c'est généralement les hommes politiques. Pourtant là, il y avait les hommes d'esprit en Occident et les hommes politiques. Mais nous, en Afrique, lorsqu'on parle de francs-maçons, les noms qui apparaissent sont toujours les noms des hommes politiques. Alors, je vous donne un florilège de quelques noms, pays par pays. Pas tous les pays, mais au moins ceux qui nous concernent, les pays de la zone francophone. Au Cameroun, Amadou Ahidjo était un maçon. Paul Biya ne l'est pas, on sait tous qu'il est de la Morque, ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Paul Biya était un rosicrucien. Au Congo-Brazzaville, on sait tous que Denis Sassou Nguesso était un maçon, que Pascal Lissouba était également un maçon. Pourtant, dans la fraternité, ils se sont affrontés. Au Tchad, Idriss Déby était un maçon. Hissène Habré était un maçon. Boukouni Oudey, maçon. Félix Maloum, maçon. Centrafrique, Ange Félix Patassé, maçon. François Bozizé, maçon. André Kolimba, maçon. Jean-Bédel Bokassa, maçon. David Dako, maçon. Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, maçon. Henri Konan Bédié, maçon. Robert Gueye, maçon. Alassane Dramane Ouattara, maçon. Babo ne l'est pas. Et on peut expliquer pourquoi il a connu ce destin. Au Bénin, Patrice Talon est un maçon. Thomas Boniayi, même s'il s'en défend, est un maçon. Olympe Belli Kenom, c'est peut-être le seul que j'ai pu trouver comme un homme de lettres. C'est vrai, impliqué politiquement, qui affirme qu'il est maçon, qui ne s'en cache pas. Et il sait qui sont les maçons du Bénin. Et c'est dans une interview que j'ai pu lire sur le net que Olympe Belli Kenom a cité les différents présidents du Bénin qui furent des maçons. Sourou Migan Apiti, le deuxième président ou le troisième président béninois, maçon. Au Togo, on sait tous que le père et le fils Yadema
étaient ou bien sont des maçons. Au Niger, Mamadou Tandja, c'est un maçon. Mahamadou Issoufou, c'est un maçon, celui qui a cédé le pouvoir à Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum lui-même était un maçon. Maman Ousmane, l'opposant, maçon. Amani Djouri, dont la femme a été assassinée, maçon. Au Burkina Faso, Maurice Yamé Ogo, maçon. Rogma Christian Kaboré, maçon. Blaise Compaoré, maçon. Thomas Sankara n'était pas un franc-maçon. Ça explique le destin qu'il a connu. Au Sénégal, Abdou Diouf, maçon. Abdoulaye Wade, maçon. Macky Sall, franc-maçon. Au Mali, Moussa Traoré, maçon. Alpha Oumar Konaré, maçon. Ibrahim Boubacar Keïta, maçon. Guinée-Conakry, Lassana Conté, maçon. Alpha Condé, maçon. Mamadi Doumbouya, maçon. Alors, le Gabon, maintenant notre pays. Vous savez tous que Léon Mba, en plus d'être initié au Melan, car c'était un écran, en plus d'être initié au Buti, était également un maçon. Vous le savez. Omar Bongo a été initié à la franc-maçonnerie. C'était un maçon. Ali Bongo, qui a succédé de manière trouble et violente à son père adoptif, est un maçon. Nous tous, nous avons encore en mémoire la vidéo qui a été produite, où on le voit prêter serment pour les intérêts de la franc-maçonnerie. Cette vidéo a été faite, paraît-il, par Blaise Louembe, lui-même franc-maçon. Et donc le prochain président qu'on aura sera peut-être encore franc-maçon, avec les résultats que nous connaissons. Alors, je vais dire maintenant, pour bien me faire comprendre, il ne s'agit pas pour les francs-maçons du Gabon de croire que je suis en train de diriger une charge contre eux. En homme adulte et intellectuel responsable, je respecte les choix de vie privée que chacun prend dans sa vie. Je respecte. Simplement, quand ces choix commencent à avoir un impact dans l'espace public, il est normal que ceux qui veulent un changement prennent la parole et souhaitent qu'il y ait des corrections. Et ces corrections commencent déjà par une explication de ces réalités obscures et souvent gardées secrètes. Je sais pertinemment qu'il existe des francs-maçons vertueux au Gabon. J'en connais certains. Je sais aussi qu'il en existe qui sont des vicieux. Or, le vice est condamné dans la franc-maçonnerie et la vertu est élevée. Lorsque nous recherchons les œuvres des francs-maçons vertueux dans notre pays, sur la place nationale, sur la place publique, lorsque nous recherchons les œuvres vertueuses, qu'est-ce que nous pouvons constater? Les maçons du Gabon peuvent-ils nous faire un bilan? Peuvent-ils, à l'exemple de Lafayette, qui s'est battu pour l'indépendance de l'Amérique, peuvent-ils, à l'exemple de Cambacérès, qui a produit le Code civil, dont on dit que Napoléon fut si fier, peuvent-ils nous présenter au Gabon les actes qui ont été posés et qui témoignent d'une empreinte vertueuse de la franc-maçonnerie? Peuvent-ils nous présenter ce bilan? Eux, les hommes de lumière, les frères de lumière, qui sont pour la vérité, qui sont pour la liberté, qui sont pour la fraternité. Nous voulons avoir un bilan des actions des francs-maçons, car ils sont aux affaires dans notre pays depuis 1960. Or, quand vous regardez
la réalité du Gabon. Quand on vous dit que notre pays est normalement le pays le plus riche du monde par rapport au PNB, qui est le plus élevé de la Terre par habitant. Qu'ont fait les francs-maçons de cette richesse théorique? Qu'ont fait les francs-maçons de cette richesse théorique? Pourquoi n'ont-ils pas construit le Gabon pour que ce pays devienne un véritable Eldorado? Car c'est dans leur principe des rites initiatiques, c'est dans leur principe des ordres d'obédience, c'est dans leur principe d'élever la vertu. Pensez-vous que le Gabon est un pays qui porte la main maçonnique quand on sait ce que les francs-maçons apportent dans un pays? La réflexion, la production intellectuelle, la mise sur la table des idées, le débat et la recherche des solutions pour un monde meilleur. Vous avez l'impression que c'est ce qui se passe au Gabon? On a plutôt, permettez-nous, qui sommes critiques et courageux, et qui aujourd'hui vous adressent cette interpellation, on a plutôt l'impression que vous brillez par des actions de malveillance. Oui, vous détruisez un progrès que vous ne voulez pas construire. Et pour vous, il semble que l'ordre maçonnique n'est qu'un lieu de pouvoir où grâce à la fraternité et au réseau, vous allez pouvoir construire votre propre carrière. Vous apparaissez comme des francs-maçons opportunistes et affairistes. Je parle là des francs-maçons vicieux, qui sont, on m'a dit, les moins nombreux, mais qui font le plus de bruit, car occupant les fonctions les plus importantes. Et qu'il y a de nombreux francs-maçons vertueux qui se taisent et qui ne disent rien. Mais pourquoi se taire? Si on est un homme de lumière, si on est pour la vérité, on doit condamner ce qui est mauvais. Pourquoi les francs-maçons du Gabon n'expulsent pas ceux qui sont vicieux? Pourquoi toujours cette omerta? Je veux revenir sur une phrase qui a été prononcée par Philippe Égalité, le duc d'Orléans, lorsqu'il a quitté justement la franc-maçonnerie. Philippe Égalité, dans sa lettre de démission, disait: je pense qu'il ne doit y avoir aucun mystère, ni aucune assemblée secrète dans une république, surtout au commencement de son établissement. Mais nous sommes au commencement de la République du Gabon. Pourquoi alors tous ces mystères? Pourquoi alors tous ces secrets? Pourquoi alors toute cette discrétion? Si ce que vous faites n'est pas mauvais. Or, que pense aujourd'hui le peuple? Le peuple pense que vous faites de mauvaises choses. Et c'est à cause de cela que vous vous cachez, que vous ne parlez pas, que vous êtes discret, que vous êtes secret, et que vous ne condamnez même pas, que vous ne mettez même pas à l'index les vicieux francs-maçons qui vous font une si mauvaise réputation. Mais la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce qu'il pouvait en être autrement? Est-ce que les francs-maçons du Gabon, les francs-maçons de Côte d'Ivoire, les francs-maçons du Togo, les francs-maçons de tous les pays francophones pouvaient-ils faire du bon travail? Est-ce que finalement, ça ne les dépasse pas? Eh bien, c'est peut-être l'idée qu'il faut développer. De mon point de vue, la maçonnerie, on l'a vu, a été pensée en Europe. Mais à quel moment? À un moment où l'idée raciale, le racialisme, l'hiérarchisation des races était en vogue et acceptée par tous ces esprits. Hegel n'avait aucune considération pour l'Afrique. Il disait que l'Afrique était ahistorique, elle n'avait pas d'histoire. En un mot, Sarkozy l'a repris. Hegel, le franc-maçon, qui a eu une importance en Allemagne et en Europe, n'avait aucune considération pour l'Afrique, disant que nous n'avons pas d'histoire. Voltaire, qui se disait ami des esclaves, était un négrier. Il s'est enrichi dans le commerce d'esclaves. Beaucoup des auteurs que je vais citer là sont persuadés que la race européenne, que la race blanche est supérieure à la race noire. Et que quand ils ont établi la maçonnerie en Afrique, ce n'était pas trop pour participer
à un nouvel élan de fraternité, d'humanité avec les nègres. Non. C'était pour avoir des relais. C'était pour avoir des intermédiaires qu'ils allaient pouvoir dominer spirituellement. Car lorsque vous dominez spirituellement un individu, quand vous tenez son esprit, vous n'avez plus besoin de lui pointer une arme sur le front pour qu'il fasse vos différents désirs. Non, lui-même est conditionné à faire exactement ce que vous lui demandez. Il le fait tout naturellement. Surtout qu'il est tenu par les différents préceptes de l'ordre qu'il a embrassé. Donc, les francs-maçons gabonais que nous connaissons, ceux qui ont un certain âge, ceux qui ont été à la tête de notre pays, il faut le dire, sont sous la tutelle des francs-maçons français. Ils sont sous la tutelle des francs-maçons français qui les ont initiés. Lorsqu'il y a eu la cérémonie d'installation, l'intronisation du grand maître de la loge du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui est venu de France pour l'introniser? C'est bien François Stéphanie. François Stéphanie, qui est un avocat français, expert en fiscalité et en droit des affaires. De 2007 à 2012, il était le grand maître de la Grande Loge nationale française. Et à l'époque, la deuxième obédience maçonnique de France. C'est lui qui est venu. C'est vrai qu'il y a une préséance. C'est vrai qu'il y a une ancienneté. Et donc, on honore cette loge. Et donc, son premier commandeur, on lui donne la possibilité de venir introniser. Mais déjà là s'établit le lien de domination, le lien de filiation. Donc nous pouvons penser qu'à partir de cet instant, les francs-maçons gabonais ne peuvent pas s'affranchir des francs-maçons français. Voici les actes qui sont posés, que nous ne faisons qu'analyser. Nous analysons. C'est moi qui vous ai intronisé. Eh bien, vous tenez compte de mon point de vue. Et si vous avez prêté serment pour les intérêts de la franc-maçonnerie, que nous ignorons, nous les Gabonais, eh bien, nous pouvons penser que si ces intérêts républicains sont contre les intérêts maçonniques, eh bien, ce sont les intérêts maçonniques qui vont prévaloir. Je poursuis. Le serment que le président de la République, un imposteur, en 2009, Ali Bongo a fait, est un serment qui est au service, non pas du peuple gabonais, mais au service de la franc-maçonnerie française. C'est cela qu'il faut comprendre. Et ils le font la nuit. Ils le font la nuit. S'il n'y a pas eu cette vidéo, on n'aurait pas été au courant. Donc la journée, on prête serment en disant qu'on va servir les intérêts du Gabon, les intérêts de la République gabonaise, la journée, et nous y croyons. Et la nuit, on prête un autre serment qui, lui, nous assujettit à la franc-maçonnerie française. Et s'il n'y a pas eu cette vidéo, eh bien nous ne saurons pas que ce serment a été prononcé contre les intérêts du peuple gabonais. Mais la franc-maçonnerie française, quand vous regardez ces différents éléments, ces différentes personnalités illustres, mais beaucoup sont des personnalités de la France-Afrique, c'est-à-dire qui sont pour la prédation des richesses du Gabon, qui sont pour la pauvreté du plus grand nombre, qui sont pour la paupérisation, l'appauvrissement des populations. Ils sont pour cela. Et leurs relais, leurs intermédiaires sur le terrain, ce sont les francs-maçons du Gabon. Ces France-Africains ne sont pas dans leur cœur, mais sont racistes, car ils n'ont aucune considération pour les Gabonais. Ils sont heureux de les voir vivre dans la misère, alors que nous sommes assis sur des trésors importants. Nous sommes assis sur des trésors importants. Mais les francs-maçons français racistes n'en ont cure. Ce qui leur importe, c'est toutes les richesses qu'ils peuvent exploiter au Gabon. Et même si le peuple crève, eh bien, ils n'en ont rien à foutre. Permettez-moi cette expression grossière.
Donc, tant que les francs-maçons français, qui sont pour la plupart du temps membres de la France-Afrique, n'auront aucune considération pour nous, Gabonais, ils vont poursuivre la domination du Gabon à travers les bases militaires, à travers le franc CFA, à travers l'adoubement, à travers le soutien des dictatures. Ils vont continuer à le faire. Ceci pour s'enrichir et pour nous garder dans le plus grand appauvrissement, la plus grande précarité. Et ils auront besoin pour faire cela des francs-maçons gabonais qui s'illustrent non pas par des actions louables que nous pouvons tous ici constater, mais par des actions où eux vivent comme des pachas, comme des princes, quand la plus grande partie du peuple vit dans la misère. Jusqu'à quand allons-nous tolérer cela? Je vous pose la question. Jusqu'à quand?